Vous nous avez rejoints à cette session d'information, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Face aux élections prévues déjà pour le mois de décembre, le projet de loi portant adoption de la répartition de sièges a été présenté ce lundi 29 mai à l'Assemblée nationale. Suivez ce reportage. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo, a présenté devant les élus du peuple le projet de la loi portant adoption de la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales. Prenant la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Molipe Mandongo a présenté ce projet important élaboré par la Commission électorale nationale indépendante en exécution de son calendrier du processus électoral conformément à la loi numéro 0/006 du 9 mars 2006 portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ces jours. Cette révision ne pouvait être possible sans l'identification et l'enrôlement préalable des électeurs qui vient de se dérouler sur toute l'étendue du territoire national réparti en 3 aires opérationnelles, notamment l'AO1 pour la partie ouest, excepté les territoires de Kwamouth, AO2 pour la partie centre et sud et AO3 pour la partie nord-est, excepté une partie des territoires de Massissi et des Rutshuru. Le nombre de sièges a poursuivi Jean-Claude Molipe pour les députés provinciaux et de 780 pour l'Assemblée du territoire national, dont 64 chefs coutumiers à coopter conformément à l'article 197 de la Constitution et l'article 152 de la loi électorale. Ces sièges sont répartis par Assemblée provinciale entre un maximum de 48 et un minimum de 18, conformément à la loi électorale en ses articles 145 et 146. Relativement à la répartition des sièges pour l'élection des conseillers municipaux, dont la circonscription électorale et la commune, la répartition des sièges pour chaque conseil municipal varie entre 7, 9, 11, 13 et 15 sièges, suivant un seuil bien défini par l'article 192 de la loi électorale, compris entre 80 000 à 320 001 électeurs enrôlés et plus. Pour l'élection des conseillers des secteurs ou des chefferies, varie entre 7, 9, 11 et 13 sièges, suivant un seuil bien défini par l'article 208 de la loi électorale, compris entre 35 000 à 105 000 électeurs enrôlés et plus. Après l'économie de la loi sur la répartition des sièges au scrutin national, provincial, municipal et local, le député David Moukeba est intervenu par motion d'information pour présenter à la plénière le cas Daniel Safou, dont le comportement récidiviste désacralise la fonction d'élu du peuple et porte atteinte à l'honorabilité de la Chambre basse du Parlement. Dans son exposé, le député David Moukeba a relaté ce qui suit. Ce comportement de ce député l'a poussé à solliciter la mise en place d'une commission ad hoc qui traite de ces cas, à entendre les collègues et éventuellement les sanctionner. C'est de cette façon seulement que la représentation nationale peut tant soit peu récupérer son image de marque que les députés Daniel Safou continuent d'essuyer et de ternir à volonté. À la suite du député motionnaire, le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait lecture de la résolution portant mise en place de la commission spéciale et temporaire chargée d'auditionner les députés Safou Daniel pour des propos incitant à la haine tribale et à la commission de faits infractionnels. Pour l'essentiel, cette commission est composée de 20 membres nommés par le speaker de la Chambre basse du Parlement sur proposition des groupes parlementaires et non inscrits. Elle est assistée de cabinets et de l'administration de l'Assemblée nationale dûment désignée par le président de l'Assemblée nationale. Cette commission dispose de la journée du 29 mai 2023 pour réaliser sa mission et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'opposition, à savoir ceux de la MOUCA, de l'Ensemble pour la République et du FCC, ont quitté la plénière de ce lundi, tout juste avant l'adoption du projet de loi portant sur la répartition de sièges. Les députés nationaux d'Ilissi Sanga donnent ici les motivations de ce boycott. La CENI, vous savez là, premièrement, on a procédé dans les conditions les plus opaques au recensement des électeurs, sans que personne ne connaisse comment ce fichier électoral a été constitué. Et ce fichier qui a été constitué dans l'opacité a oublié
de pans entiers de notre territoire, le territoire des Nirago, de Rutshuru et de Massissi, dont les concitoyens n'ont pas été enrôlés. On se pose même la question de savoir si ce pouvoir n'est pas là pour une haute trahison de notre pays en laissant ses concitoyens à la merci du groupe M23 et en faisant pour une deuxième fois une élection à laquelle certains de nos concitoyens ne vont pas prendre part parce que étant sous l'autorité d'une armée étrangère ainsi qu'ils le disent eux-mêmes dans cette partie du pays. Et dans ces conditions, nous avons considéré que la répartition des sièges qui est faite là aujourd'hui, elle est faite en violation à la fois de la Constitution, de nos lois, mais de tous les prescrits pour avoir un scrutin libre, démocratique et transparent. Et comme nous ne voulons pas accompagner cette mascarade, nous sommes sortis pour marquer notre désaccord face au refus du bureau de donner la parole au groupe pour exprimer leurs préoccupations politiques majeures sur le fichier électoral. Nos concitoyens ne doivent pas se tromper sur une chose. Le fichier électoral constitue le point où le consensus se fait entre les acteurs avant d'aller aux élections. Et tant que nous ne sommes pas d'accord sur la constitution de ce fichier, on peut considérer que les élections qui viennent, c'est juste une mascarade à laquelle le pouvoir veut livrer notre peuple et nous disons non. Lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires en RDC. Vital Kamere félicite Tony Mwaba et invite les autres ministères et chefs de services publics à suivre son exemple. Gilles Boulembi. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamere a, au nom du premier ministre en déplacement, procédé au lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce lundi 29 mai 2023 dans l'enceinte de la salle de réunion de Kin Plaza Rotana dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Bien avant le lancement officiel, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a été invité pour expliquer les 8 angles informatiques mis en ligne pour assurer la gouvernance numérique de son sous-secteur. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait de l'inclusion du numérique un outil incontournable dans sa gouvernance et de ce fait s'ouvre au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. Il s'agit d'un procédé électronique permettant de positionner ou localiser avec précision le lieu d'implantation des établissements scolaires avec leurs coordonnées géographiques, leurs photos, assorties de leurs informations administratives. Pour votre gouvernement, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays que notre ministère dispose, grâce à cet outil, de la première carte scolaire numérique. Prenant la parole avant de lancer officiellement l'application, le vice-premier ministre et ministre de l'économie a félicité l'audace du ministre Tony Mwaba pour avoir réalisé en si peu de temps beaucoup d'actions dans le but d'améliorer la gouvernance numérique de son secteur. Il a invité d'autres ministres ainsi que différents responsables des services et établissements publics de lui emboîter les pas. Mais que les autres services de l'État qui doivent pourvoir aux moyens dont il a besoin pour travailler puissent être à l'adéquation avec son programme. En même temps, ça nous permet de maîtriser l'épineuse question des effectifs des enseignants. Ceci doit être fait dans tous les secteurs de la vie nationale. Restons toujours en éducation pour dire que l'examen national de fin d'études primaires est prévu pour ce jeudi 1er juin sur toute l'étendue du territoire national. Le reporter de Kanakin Télévision Hante, par ailleurs, fait les constats dans quelques écoles de la ville de Kinshasa sur le préparatif de ces épreuves. Naomi Mbenza et Mikonjolis pour ce reportage.
Prévu initialement le jeudi 1er juin sur toute l'étendue du territoire national, l'examen de fin d'études primaires ENAFEP en sigle qui concerne les finalistes de primaire à l'école primaire Wangata située au quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa. Les élèves de l'école primaire se préparent en révisant le cours pour affronter ces épreuves et se disent prêts, souligne le directeur Jean-Claude Katembwe. Normalement, l'école les prépare depuis le début du mois de septembre. Il n'y a pas quelque chose de particulier parce qu'on est à quelques jours de ces examens. Mais là, nous sommes en train de mettre la dernière main sur ces examens-là. Ça veut dire voir avec les enfants, la direction, comment remettre les macarons et toutes ces petites choses-là. Mais les préparatifs, c'est depuis le mois de septembre. Donc, on est fait prêt là où nous sommes. C'est la dernière ligne droite, si on peut dire. Donc là, c'est voir encore les petites choses qui n'ont pas été bien comprises et c'est les encourager parce que c'est la conclusion de tout un cycle. Le cycle primaire, on arrive à la fin, l'examen va évaluer toutes les matières qu'on a reçues à l'école primaire. Et tels qu'ils ont été enseignés, on est calme, on est sûr que les choses vont bien se passer. Il s'agit de préciser par ailleurs que cet examen des élèves finalistes de primaire se déroulera du 1er au 2 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, célébrée le 23 mai de chaque année, a été reportée et organisée ce 30 mai par à l'hôpital plutôt Saint-Joseph de Kinshasa, et c'est sous le thème « Agissez maintenant pour mettre fin à la fistule obstétricale d'ici 2030 ». La fistule obstétricale est un fléau mortel de femmes pendant l'accouchement quand on force la sortie de l'enfant. Le détail dans ce reportage d'Alain Noka. Les femmes frappées par les cas de fistule obstétricale sont prises en charge et soignées au service de fistula clinique basé à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. La fistule obstétricale devenue maladie provoquée pendant l'accouchement de la femme et c'est par les gens qui ne sont pas des professionnels de la santé. C'est là par le fait de sortir l'enfant de force en utilisant des méthodes non appropriées qui détruisent toutes les voies du sexe de la femme. Ceci entraîne des conséquences graves au sein de la société et si la victime n'est pas soignée, elle peut mourir. Face à cette situation devenue fléau, Fistula clinique de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, sous la coordination de Madame Dr Dolores Nembunzu, prend en charge et soigne gratuitement les malades de fistules obstétricales grâce au concours de l'USAID, Momentum et d'autres partenaires, explique Madame Dr Dolores Nembunzu, qui a conduit les participants à cette cérémonie à faire la ronde à la salle où sont soignés les malades de fistules obstétricales qui ont bénéficié de cadeaux pour la circonstance. Un honneur parce que les femmes que nous avons opérées guéries et puis celles qui étaient guéries parties sont revenues fêter avec nous. C'était une satisfaction que j'éprouve en ce moment. D'abord commencer par la communauté, sensibiliser les personnes, que les gens changent de comportement par rapport à la femme enceinte, par rapport au travail d'accouchement. Et l'autre défi, c'est la formation des prestataires. Les personnes qui doivent conduire l'accouchement doivent être formées, parce qu'il y a possibilité de les soigner. Donc, les personnes qui ont eu un bénéfice pensent aux autres. Moi, je pense que ça, c'est très positif. Et aussi, le fait que les partenaires continuent à nous soutenir, ça ne va pas être seulement les soins des fistules, mais la formation des gens pour bien conduire l'accouchement, pour bien opérer la césarienne, et ça donne quand même espoir. L'année passée, l'année d'avant c'était 112, l'année qui vient de se passer c'était 80, et cette année nous sommes autour des 40 déjà depuis le premier trimestre. Pour cette année, le thème est retenu dans le cadre de la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale. Reste, agissez maintenant pour mettre fin à la fistule obstétricale d'ici 2030. Et à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale organisée au service de fistula clinique de l'hôpital Saint-Joseph, la représentante du ministre de la Santé, Dr Lili Moukako, et le représentant du projet Momentum ont fixé l'opinion. Ils sont au micro d'Alain Noka et de Pichuki Zaza. Oui, c'est vraiment un sentiment de satisfaction.
satisfaction. Pourquoi je l'ai dit? À cause du travail que nous sommes en train d'abattre par rapport à la prise en charge de toutes ces mamans porteuses de la fistule obstétricale. Comme vous venez de le dire, je représente le ministère de la Santé. Je suis du programme national de santé de la reproduction. Donc nous nous occupons d'élaborer des normes pour voir comment prendre en charge toutes ces mamans qui sont porteuses de la fistule obstétricale. Donc c'est un sentiment de satisfaction parce que les efforts que nous avons fournis, donc nous avons des résultats que nous avons vus. Nous avons vu les mamans réparées de la fistule. Ils ont repris leur dignité. Alors ils avaient une vie difficile avant avec l'écoulement des urines. Maintenant elles sont réparées, elles se portent bien. Et c'est vraiment notre satisfaction. Depuis plusieurs années, en Gender Health, avec d'autres partenaires aussi, nous sommes très impliqués dans l'appui des activités de réparation des fistules, mais année après année, le nombre de cas ne fait que augmenter parce que nous ne parvenons pas à éradiquer le problème. Donc, raison pour laquelle nous avons dit que le thème de cette année a été retenu pour dire qu'il n'y en a pas encore assez qui est fait. Donc, on doit continuer les efforts pour parvenir à éradiquer cette pathologie d'ici à 2030. Il y a les premières causes qui sont liées au traumatisme. Vous savez, par exemple, à l'est du pays, avec les traumatismes de guerre, les viols, les violences faites aux femmes, et cela peut entraîner des problèmes de fistules obstétricales. Mais il existe également des fistules iatrogènes qui sont causées par des césariennes ou des hystérectomies qui sont mal réalisées et qui ont pour conséquence d'entraîner les fistules. Autre chose à présent, l'Union nationale de caméramens du Congo a tenu son assemblée générale extraordinaire. C'était à l'espace culturel Grand Kassai à Lingwala. Mayo Ambongo, reportage. Lors du dit assemblée générale, le bureau définitif de l'UNCC a été investi par l'Assemblée générale. D'un mandat de durée de 5 ans, ce nouveau bureau sera conduit par Jirez Nkelani comme président. La liste complète de ce nouveau membre: Jirez Nkelani, président; Roger Dié, premier vice-président; Glody Matula, deuxième vice-président; Alpha Olenga, secrétaire général; Timothée Piamboula, secrétaire général adjoint; Pressé Mongozoy, rapporteur; Cédric Mbangu, rapporteur adjoint; Olivier Mbie, chargé des relations publiques; Blaise Mwangi, commissaire aux comptes; Junior Mokonzo, trésorier; Brigitte Ntumba, trésorière adjointe; Seambavu, chargé du social. Le nouveau bureau a comme mission l'organisation de la sortie officielle pour préparer le séminaire national de renforcement des capacités de caméramans du Congo, l'organisation de futures élections et autres. On vient d'être pendant la réunion, tout a été bien. On nous a présenté le nouveau comité. Mais étant que caméraman, j'ai de la joie. Pourquoi? Parce que notre métier, c'est un métier noble. Mais les gens, la plupart des gens nous ignorent. Pourquoi? Nous sommes sous-estimés. Et à ce jour, je peux me dire que je suis sécurisé pour exercer mon métier avec toute fierté. Pourquoi? J'ai un comité qui me soutient, qui me garantit que, étant que caméraman, nous avons des lois et nous avons aussi un corps donné par notre l'État congolais. L'analyste Jean-Raoul Lupungu a tenu une conférence de presse ce mardi 30 mai. C'était dans la commune d'Ilagombe. Celle-ci a abordé la question de l'humanisme en se référant à la date du 21 juin, date qui marque la célébration de la journée mondiale de l'humanisme. Patricia Koula et Kouparboula. Jean-Raoul Lupungu suggère de quitter l'évolutionnisme pour basculer et s'attarder vers l'humanisme, conformément à la date du 21 juin, marquant la journée mondiale de l'humanisme célébrée chaque année. Plaider pour l'abolition du système Darwin dans l'enseignement congolais, qui est motivé par le souci de voir l'homme noir être considéré comme humain et non un singe, et l'actualisation des programmes de cours en RDC qui consiste à changer la doctrine de l'enseignement, tels sont les champs de bataille de Jean-Raoul Lupungu. La remise en question de la théorie de Darwin
va nous permettre la décolonisation mentale ou la décolonisation de l'enseignement. Déjà, l'UNESCO, en 2017, a proposé aux pays africains de décoloniser leur enseignement. Pourquoi? Parce que le programme de l'enseignement, jusqu'aujourd'hui, est celle de la colonisation. Parce que la théorie de Darwin, c'est un programme de la colonisation. Et les résultats qu'on attend de la célébration de la journée mondiale de l'humanisme, c'est faire le choix de l'humanisme. Nous devons changer la doctrine de l'enseignement. Il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions réécrire l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela signifie en d'autres termes que l'humanité est née en Afrique. Donc quand on parle de l'évolution du singe, les populations qui sont considérées comme les descendants directs des singes, ce sont les Africains, les Noirs. Donc, cette théorie favorise le racisme. Et ça favorise aussi le tribalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de considération des autres. Avant de conclure son propos, Jean-Raoul Lupungu dit avoir plusieurs fois saisi officiellement le ministre de l'Éducation pour changer les choses, mais ces alertes sont restées sans suite. Délégué par le gouverneur de la province, le commandant 32e région a effectué une mission d'inspection de la situation sécuritaire des agglomérations du territoire d'Aru. Ceci s'inscrit dans le cadre de préparatifs du dialogue intergroupe armé qui se déroule dans ce territoire. Suivez. Sur instruction du gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, le commandant 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, ont ce jour dans les territoires d'Aru, en préparation de la tenue de dialogue intergroupe armé, a visité ce dimanche 28 mai 2023 le centre des négoces d'Ariwara, situé à environ 350 km de la ville de Bunia. Sur place, le général-major avait pour mission de sensibiliser la population d'Ariwara, de s'impliquer pour la réussite de dialogue et d'évaluer la situation sécuritaire relativement calme, favorisant ainsi le développement de cette partie de l'Ituri, comme les témoignent le directeur général de l'usine Madrimons et les gérants d'établissements industriels au Capi. Investissons-nous dans le travail c'est notre avenir. Les armes, ce n'est pas notre affaire. Donc pour la jeunesse, c'est l'étude. Et puis après les études, c'est le travail. Que la jeunesse soit d'abord consciente de prendre en main leur destin pour pouvoir bien avancer, puisque le Congo de demain nous appartient. Une première pour le commandant de 32e région qui a marqué les esprits et le cœur des habitants de Zaki Mali. Vraiment, je suis très ravi de cette visite. Étant témoin du développement que connaît la province d'Elituri sous l'état des sièges, en particulier celui d'Ariwara, le général-major Peter Chirimwami, émerveillé, a livré ses impressions. Ce n'est pas seulement avec les armes qu'on peut avoir l'argent, mais on peut avoir l'argent avec les mains. Donc les initiatives locales sont les plus heureuses. Au lieu de s'entretuer, nous devons nous mettre ensemble pour produire et développer notre province. La paix, gage du développement de toute nation, les groupes armés locaux actifs du territoire d'Irumu, Djougou et Magui, sont appelés à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de ces dialogues où la réconciliation et le pardon des Ituriens est le maître mot pour les rétablissements effectifs. Si prévenus du secte politico-religieux dénommé Nzambe Lumumba sont condamnés à perpétuité par la cour militaire de la Chopo et désolé. Cette condamnation est intervenue devant la prison centrale de Kisangani. La cour militaire de la Chopo où elle est, présidée par le colonel magistrat Bulukungu Makinisi Joseph, a rendu son verdict dans l'affaire qui oppose l'auditeur militaire supérieur et ministère public contre les adeptes du secte politico-mystico-religieux dénommé Nzambe Lumumba avec à leur tête M. Guy Héritier Lumumba. C'est samedi 27 mai 2023. Au total, 15 appelants comparaissaient devant cette juridiction pour un réexamen de leur cause.
condamnés tous à la peine de mort au premier degré par le tribunal militaire de garnison de Kisangani, ils étaient poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, avoir dirigé un mouvement subversif aux institutions de la République et l'association de malfaiteurs. Somme toute, 6 prévenus sont condamnés à la peine de servitude pénale à perpétuité ou à la prison à vie, à savoir Guy Lumumba Kaleba, héritier, pour avoir dirigé un mouvement insurrectionnel, Kele Ongemba Raphaël, Bokondi Sombo Eugène, Ilombe Tchenga Antoine, Kakule Moïse et Moindo John, tous condamnés à perpétuité. 6 autres prévenus écopent de peines allant de 5 à 20. Et en marge de la rencontre Gabon-RDC, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire du 17 juin prochain à Franceville, le sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre, a rendu public ce lundi, au cours d'une conférence de presse, la liste de joueurs convoqués. Patricia Koula et Freddy Soumaïlé. 27 léopards convoqués par les techniciens français Sébastien Desabre en prélude de la 5e journée des éliminatoires de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui va opposer les Gabon et les RDC les 18 juin prochains à Franceville. C'est en présence de médias nationaux et internationaux que les patrons du staff technique des léopards a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Parmi les retenus, on note le retour de Jonathan Bolingui, champion de la Coupe de la Thaïlande avec Buriram et Omenuku Fumu de l'AS Palma en Espagne. Cédric Bakambu et Joël Kiasumba, suspendus, sont les plus grands absents. Quant au Silas Kantopa, Gédéon Kaloulou et Ridok Mpanzu seront absents pour des raisons personnelles. Dylan Abatou Bishika et Rocky Bishiri, respectivement joueurs de Maccabi Haïfa FC en Israël et Hibernian en Écosse, sont appelés pour la première fois en sélection. Mais sur ces 38, donc, il y aura 27 joueurs qui seront sélectionnés. Sur ces 27 joueurs, comme je le disais, il va y en avoir 6 qui vont sortir de la liste et 5 qui vont rentrer. Je vais vous donner les noms. Alors 27 joueurs, c'est aussi parce qu'il y a un match amical contre l'Ouganda et que ça va me permettre de voir certains joueurs en situation et dans la prévision, on va dire, de ce qui peut se passer dans les prochains mois. La moyenne d'âge est un peu réduite puisqu'elle arrive à 26 ans. C'est important de garder une moyenne d'âge pas jeune, parce que c'est pas jeune, 26 ans, mais c'est pas vieux non plus, donc à maturité sur un mélange entre des anciens et des cadres sur qui on compte beaucoup, et des jeunes qui doivent venir prendre de l'expérience et des nouveaux joueurs qui doivent venir de prendre de l'expérience de stage en stage. Le calendrier de Léopard prévoit un stage à partir du 10 juin au Cameroun et un match amical le 10 juin toujours au Cameroun face à la sélection ougandaise. C'en est complètement fini de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre réelle attention. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à l'élaboration de ce dernier. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Au revoir.